Salut! Donc, on va maintenant parler de l'énergie thermique. Donc, jusqu'à date, on a parlé de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, le mouvement d'un objet, donc l'énergie qu'un objet a en se déplaçant, l'énergie cinétique, et la capacité d'avoir un mouvement, la capacité de bouger, l'énergie potentielle, dans ce cas-ci, potentielle gravitationnelle. On va maintenant aller voir l'énergie thermique. Donc, l'énergie thermique se met surtout sur l'analyse d'une substance, donc soit un solide, un gaz ou un liquide. Et va faire une approximation de l'énergie cinétique de chacune des particules ou molécules à l'intérieur de la substance. Donc, en d'autres mots, tu prends un verre d'eau quelconque ou un liquide, ça peut être un solide autrement, je vais prendre un liquide ici. Il y a plein de molécules à l'intérieur, donc des molécules H2O, un verre d'eau. Sont toutes en train de bouger de façon aléatoire. Donc, il y en a qui bougent à gauche, à droite, le haut, avant, arrière. C'est tout différent. Donc, chacune des molécules a sa propre énergie cinétique. Mais on ne peut pas dire que chacune dans l'ensemble de toutes les molécules bouge dans la même direction en même temps. Donc, on ne peut pas parler de l'énergie cinétique du liquide lui-même. Le liquide lui-même ne bouge pas. C'est juste toutes les molécules à l'intérieur qui bougent dans leur propre direction, à leur propre vitesse. Donc, pour donner un aperçu global de l'ensemble du liquide, on lui donne une température. Donc, on va lui donner une température. Au Canada, on utilise les degrés Celsius. Donc, disons température de 20 degrés Celsius. Ceci serait une représentation de l'énergie, essentiellement l'énergie cinétique de l'ensemble des molécules d'H2O. Donc, le degré Celsius n'est pas une unité de mesure de l'énergie directe, mais représente l'énergie de l'ensemble total du liquide. Donc, en d'autres mots, la température, ce n'est pas exactement synonyme, mais c'est très étroitement relié à l'énergie d'une substance. Plus que la température est haute, plus que la substance a de l'énergie thermique. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour c'est quoi l'énergie thermique elle-même. Prochainement, je vais spécifier l'unité de mesure qu'on utilise. Le standard international n'est pas le degré Celsius. Le degré Celsius est basé sur deux températures qui sont utiles à l'humain pour décrire l'environnement autour de nous. On prend l'eau et on fixe le zéro à la température où l'eau est solide. Donc, où l'eau devient solide, ça c'est la température où l'eau gèle. Donc, le 0 degré est là. Et on met 100 graduations, à cause du nombre 100, c'est un beau nombre. On met le 100 à où ce que l'eau commence à bouillir. Donc, ça nous donne 2 points de référence utiles à l'homme pour décrire des températures. C'est aussi utile dans le sens que sur la Terre, les températures avec lesquelles on interagit sont généralement pas très très loin de zéro. C'est pas plus que genre 40 degrés Celsius, des fois un peu plus, pas plus que négatif 40 degrés Celsius, des fois un peu plus, oui, mais généralement ça varie alentour de ce point zéro-là. Un petit problème qu'on a avec ça, c'est que la température négative en degrés Celsius implique un peu l'idée d'une énergie négative, qui est bizarre à cause que l'énergie ne peut jamais être négative. On avait déjà vu ça. Donc, c'est pas parfait. Aussi le fait que le choix du 0 au degré Celsius est quand même assez arbitraire. Ça peut être n'importe quelle température. On aurait pu prendre la température où ce que, disons, le fer gèle et le fer bouille. Ça peut être n'importe quoi. Le choix est arbitraire. C'était quelque chose qui est utile à l'homme. L'unité standard internationale pour la température n'est pas le degré Celsius, mais le Kelvin. Le Kelvin a les mêmes grandeurs qu'un degré Celsius. Donc, si tu augmentes de 10 degrés Celsius, tu augmentes de 10 degrés Kelvin aussi. Et donc, ils ont les intervalles entre les degrés de la même grandeur, mais le 0 n'est pas à la même place. Le 0 Kelvin est utilisé pour représenter là où il y a 0 énergie cinétique. Il y a 0 énergie thermique. Donc, en d'autres mots, toutes les molécules qui sont à l'intérieur du liquide ne bougeraient plus, seraient parfaitement immobiles. Ça, c'est le 0 degré Kelvin. 0 degré Kelvin correspond en degrés Celsius à négatif 273,15. Okay, donc, si on veut décrire le 0 degré Kelvin en Celsius, la conversion, et de 0, ça serait 0 degré Kelvin est égal à négatif 273,15 degrés Celsius. Donc, c'est très, 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 très froid. En effet, c'est tellement froid que c'est impossible pratiquement. Donc, en réalité, c'est impossible d'avoir des substances qui n'ont aucun mouvement. Donc, ceci est dû surtout grâce à deux choses. Isoler une substance parfaitement d'un environnement est impossible. Donc, même si c'est des
des impacts ou des effets très minimes de l'environnement externe, ça peut quand même chauffer la substance d'un certain montant. Même si on est dans l'espace intergalactique, il y a quand même de la lumière qui vient des étoiles qui sont lointaines, qui vont avoir un effet sur la température. Il y a aussi des conséquences de la mécanique quantique, que les particules sont toujours en mouvement. C'est un peu trop avancé, là, mais sachez que 0 degré Kelvin, physiquement, pour tout ce qu'on comprend, impossible à atteindre. On peut atteindre des températures de 0,0000001 degré Kelvin, mais jamais zéro absolu. Donc, en gros, ça, c'est ce qu'on doit reconnaître comme la température. Donc, la température, c'est une façon de décrire l'ensemble des énergies cinétiques des molécules, particules ou atomes d'une substance. Passons maintenant à la chaleur. La chaleur, en comparaison, c'est un transfert d'énergie thermique. Un peu comme l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle décrivaient l'énergie dans un objet, la température décrit l'énergie thermique d'une substance. Le travail exprimait un transfert d'énergie mécanique. La chaleur décrit un transfert d'énergie thermique. Donc, quand on parle de chaleur, on a une sensation d'absorption ou de perte d'énergie thermique, essentiellement. Si tu es en train de te réchauffer, tu es en train de voler de l'énergie thermique d'une autre place, soit d'un environnement, d'un breuvage chaud quelconque. Si tu te sens comme tu es en train de refroidir, tu es en train de perdre de la chaleur, tu perds de l'énergie. Donc, ici, là, on pourrait dire que la température, c'est comme de l'énergie, tandis que la chaleur, et pour chaleur, on utilise un Q en physique, la chaleur, c'est comme un travail, mais un travail. Okay? C'est un échange d'énergie thermique. Pour être capable de dégager de la chaleur, pour être capable de transférer de l'énergie thermique, il existe 3 façons. Les 3 façons à transférer de l'énergie thermique sont les suivantes. Il y a la conduction, qui est due à un contact direct. Imagine que tu es à l'extérieur pendant l'hiver et tu ramasses un morceau de glace dans ta main. Ben, ta main est plus chaude, a plus d'énergie thermique que la glace. La glace va absorber l'énergie thermique de ta main jusqu'à temps, le but serait, donc on veut chercher l'équilibre de la température. Donc, si la glace est à 0 degré Celsius, ta main est à 20 degrés Celsius, si tu tiens la glace assez longtemps, et il y a assez de glace pour qu'elle puisse absorber autant d'énergie possible, ça va continuer à échanger de la chaleur jusqu'à temps que les deux sont à, disons, quelque part dans le milieu de 5 degrés Celsius, je ne sais pas. Ça va trouver un milieu. Pensez un peu, si tu prends de l'eau froide et de l'eau chaude et tu les mélanges ensemble, ben, le résultat final va être une température qui se trouve entre les deux températures de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc, on cherche l'équilibre thermique. Pour faire ça, il va y avoir un échange de chaleur. Donc, comme j'ai dit, il y a le transfert direct par conduction. Tu touches une autre substance, donc le mouvement vibratoire des molécules d'une substance va interagir avec le mouvement vibratoire des autres. Donc, imagine une barre de métal très, très chaude. Les molécules à l'intérieur sont en train de vibrer très vite. Ils ont une énorme quantité de mouvements cinétiques, sont en train de vibrer très vite. Si tu touches ça, ben, les molécules dans ta main, ta peau, elles vont commencer à vibrer. À cause le métal va être en train de vibrer et ta main va vibrer très vite. Donc, pas ta main, le métal, mais les molécules à l'intérieur vont vibrer. Tu as la sensation où c'est chaud à cause que le métal est en train de transférer beaucoup de chaleur, d'énergie thermique. C'est conduction, contact direct. Convection, c'est lorsqu'il y a un fluide qui passe par-dessus une substance, par-dessus un solide, par-dessus une autre substance. L'idée ici, c'est comme la conduction, mais un peu différent. Avec la conduction, tu es en contact direct et les deux molécules, tu vas en avoir une qui vibre très, 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 très vite, l'autre qui vibre moins vite. Ensemble, une fois qu'ils vont interagir, ils vont vibrer les deux moyennement. Hein? Celle qui vibrait très vite va ralentir, celle qui vibrait très peu va augmenter sa vitesse un peu. Ils vont trouver l'équilibre. Avec la convection, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas avoir un fluide. Donc, tu vas avoir toujours une nouvelle molécule qui va venir. Donc, imagine, tu as quelque chose qui bouge très, 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 très vite, qui est en train de vibrer, puis tu as un vent qui passe, qui va absorber un peu de l'énergie et quitter. Ensuite, tu as une autre molécule d'air qui va venir absorber un peu d'énergie et quitter. Ensuite, une autre qui va absorber un peu d'énergie et quitter. Donc, la convection, c'est quand même un transfert de molécule à molécule, mais il y a toujours une nouvelle molécule qui vient tirer de la nouvelle énergie. Donc, ça, c'est la convection. La dernière façon de transmettre de l'énergie thermique, c'est le rayonnement. Donc, le rayonnement, ça se fait par des types de lumière. Donc, la lumière, on pense à des choses visibles, les couleurs, la lumière du soleil, mais il peut y avoir aussi des types de lumière, des types d'ondes lumineuses qui sont invisibles à l'œil.
entre autres les ondes infrarouges. Donc, imagine que tu allumes ton poêle, ton fourneau, peu importe, et tu remarques que ça commence à chauffer tellement chaud que c'est noir. Donc, c'est rouge. Donc, l'élément devient tellement chaud qu'il est rouge et il rayonne. Donc, il y a la lumière. Et si tu mets ta main près de l'élément, même pas si loin que ça, tu peux le mettre à comme 3-4 cm, même un peu plus, une dizaine de centimètres, tu peux ressentir la chaleur. Ça, c'est une onde électromagnétique. C'est une lumière qui est en train de chauffer ta main. La même chose se produit avec l'énergie lumineuse qui vient du soleil. Donc ça, c'est les 3 façons de transférer de l'énergie thermique. La façon que les substances vont réagir à l'énergie thermique va dépendre de leur capacité thermique. Donc la capacité thermique décrit comment une substance réagit à une quantité d'énergie qui est transférée. Ceci étant dit, ça veut dire si je donne 10 joules d'énergie thermique à du fer et 10 joules d'énergie thermique à de l'eau, les deux ne vont pas augmenter de la même température. Il y en a une qui va l'absorber et augmenter d'1 degré, tandis que l'autre va l'absorber et augmenter de 8 degrés. Même si c'est le même volume, même masse des deux substances. Les deux substances eux-mêmes vont réagir différemment dépendant de leur composition. Donc, chaque substance a sa propre capacité thermique. La capacité thermique est par définition le nombre de joules nécessaires pour augmenter la température de 1 kg d'une substance par 1 degré Celsius, ou, puisque les degrés Celsius et les degrés Kelvin sont interchangeables, dans ce cas ici, d'augmenter de 1 degré Celsius ou degré Kelvin. Donc, dans vos notes, on parle de la capacité thermique. On va utiliser la variable C pour capacité thermique d'une substance et la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter la température d'1 kg d'une substance de 1 degré Kelvin ou 1 degré Celsius. En général, par expérience, vous pourriez probablement confirmer que ça prend plus d'énergie pour réchauffer une plus grande masse de matériel. Si tu as une bouilloire d'eau et tu mets une tasse à l'intérieur ou tu la remplis complètement, ça va prendre plus de temps pour chauffer une plus grande masse, une plus grande quantité d'eau qu'une plus petite. C'est pour ça que la masse est dans la capacité thermique ici. On a besoin de plus d'énergie pour une plus grande masse. Aussi, si tu essaies de faire bouillir de l'eau ou si tu essaies de faire bouillir de l'huile ou si tu essaies de faire bouillir du lait ou différentes substances, tu vas remarquer que ça prend différentes quantités d'énergie aussi pour atteindre ces différentes températures. Donc, dépendant de la substance, ça va varier aussi. Donc, pour la mesure du transfert d'énergie ici, combien d'énergie est-ce qu'on a besoin pour faire changer la température d'une substance, on utilise l'équation suivante. Q, comme j'ai dit, c'est la chaleur. C'est le montant d'énergie qu'on va transférer. Q va être égal à M, qui est la masse d'une substance. On va être en train de chauffer une certaine substance, fois sa capacité thermique. Donc ça va nous dire combien de cette énergie est utilisée pour augmenter la température d'une certaine masse, fois un changement de température. Donc faites attention ici, le T représente la température, pas le temps, mais la température. C'est pour ça qu'on met un grand T au lieu d'un petit t. Donc, chaleur, donc un transfert d'énergie, va être égal à mc delta T, ou le changement de température. La masse, c'est mesuré en kilogrammes. La température, puisque c'est un changement de température, je vous dis que les degrés Celsius et les degrés Kelvin sont interchangeables. Augmenter de 10 degrés Celsius ou de 10 degrés Kelvin revient à la même chose. C'est vrai que la valeur de la température fixe n'est pas pareille, genre 0 degré Kelvin et 0 degré Celsius ne sont pas la même chose. 0 Kelvin est égal à négatif 273 Celsius. Si tu augmentes de 10 degrés dans les deux cas, ça ne change rien. Tu as augmenté de 10 degrés Kelvin, tu as augmenté de 10 degrés Celsius. L'augmentation est pareille. C'est pour ça que pour le delta T ici, on peut prendre des degrés Celsius ou des degrés Kelvin. C, c'est la capacité thermique. La capacité thermique, c'est précis à la substance elle-même. Ça, c'est mesuré en joules par kilogramme degré Celsius ou degré Kelvin, un montant de degrés de changement. Ensemble, si j'ai des kilogrammes fois des joules par kilogramme degré Celsius fois des degrés Celsius, si tu regardes tes unités, tu finis avec des joules. Donc, la chaleur est mesurée en joules, qui est un transfert d'énergie. Quand on mélange deux substances ensemble, comme j'ai mentionné, les deux substances cherchent l'équilibre thermique. L'équilibre thermique ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement le même montant d'énergie, mais qu'ils ont la même température. Donc, dans une salle, si tu prends une salle
complètement renfermé, qu'il n'y a pas d'interaction avec, avec un espace externe, donc il n'y a pas de perte d'énergie, qui est à 20 degrés Celsius. Donc, une belle salle, super calme, 20 degrés Celsius. Tu prends un gros bloc de métal qui est chauffé à 1000 degrés Celsius, tu rentres à l'intérieur de la salle, tu fermes la porte. Qu'est-ce qui arrive après 1 heure de temps, 2 heures de temps? Bien, tranquillement, le bloc de métal refroidit et tranquillement, la salle augmente sa température, elle réchauffe, jusqu'à temps que tout est à l'équilibre. Donc, dans ta chambre à coucher, dans ta cuisine, n'importe où, si tu n'as pas fait varier la température, tu n'as pas allumé la chaufferette ou bien la climatisée, tout devrait être à la même température. Là, je vous donne le défi de toucher certaines choses. Donc, avec ta main, là, trouve quelque chose qui est en métal et trouve quelque chose qui est en feutre ou en matériel de quelque sorte. Il va y avoir une sensation qui est plus froide que l'autre. La raison est que tes mains ne sont pas, ou ta peau en général, ton corps n'est pas un bon outil pour mesurer la température d'un objet. Et deux objets, ils ont la même température. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la même salle, ils ont atteint l'équilibre thermique, les deux ont la même température. Mais, quand je tiens le morceau de métal, peu importe le métal, en général, là, ils vont tous avoir une sensation d'être plus froid que le matériel. La raison est que celui-ci va tirer de la chaleur de ma main plus vite que celui-ci. Okay? Ma main est plus chaude que l'environnement, je suis un peu plus chaud. Donc, quand je ramasse ceci, le métal va être en train de tirer de l'énergie de ma main plus vite pour se réchauffer qu'un autre type de matériel. Donc, mes mains sont plus adaptées pour un changement de température que la température elle-même. Donc, ceci étant dit, le fait que deux substances veulent chercher l'équilibre thermique a une conséquence utile par rapport à la conservation de l'énergie. Pour chercher l'équilibre thermique, il faut que tu aies deux substances qui ne sont pas à l'équilibre. Premièrement, une substance chaude, une substance froide. Et quand tu les mets ensemble, tu les combines soit deux liquides ensemble ou un solide dans une salle avec un gaz, peu importe. Les deux sont en contact d'une façon ou d'une autre. Ils peuvent échanger de l'énergie thermique. Ils veulent finir avec la même température. C'est ça leur but, l'équilibre. Presque toutes, maintenant, par loi, toutes dans l'univers cherchent un équilibre stable. L'équilibre stable est, en façon thermique, ce que toutes soient à la même température. Donc, si tu sautes dans l'eau froide, ton corps va tranquillement refroidir et l'eau va tranquillement va réchauffer un petit peu. Donc, la température de ton corps diminue, la température de l'eau augmente jusqu'à temps que vous êtes à un équilibre parfait. Donc, ce qui arrive, si j'ai deux substances A et B, donc disons substance A dans un verre et substance B dans un autre, il y en a un qui est chaud, un qui est froid. C'est pas super important lequel qui est lequel. Disons, c'est chaud, froid. Et ensuite, je les combine. Je mets les deux verres ensemble dans un grand verre A et B ensemble. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, on dit que la somme de leur chaleur va être égale à 0. Donc, Q de A et Q de B va être égal à 0. La raison est, une fois que je les combine ensemble, toute l'énergie que A va perdre, puisque A était chaud, A va perdre de l'énergie dans le mélange, tout ce que A va perdre, B va gagner. Donc, si A perd négatif 10 joules, perdu négatif 10 joules, ça veut dire que B a absorbé 10 joules. Overall, 0. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gain. Ça, c'est une conséquence de la conservation d'énergie. On ne peut pas finir avec une substance qui est plus chaude que les deux substances initiales. Ça ne se fait pas. À moins qu'il y ait des réactions chimiques, là, mais là, on parle de la chimie. Ici, on parle juste comme tu mélanges de l'eau chaude et de l'eau froide, l'eau qui va finir va être l'eau tiède. Une autre façon de voir cette équation, on peut dire QA est égal à négatif QB. Donc, la chaleur que A gagne va être égale à l'énergie que B perd. Donc, avec ces concepts-là, on va aller résoudre quelques petits problèmes qui vont les appliquer. Donc, notre premier problème parle d'une pierre de granit, donc une grosse pierre, une grosse roche qui a une température initiale de 450 degrés Celsius initialement. Donc, on l'a mis dans le feu, on l'a chauffé, et ensuite on l'a sorti et elle a perdu de la chaleur. Elle a rayonné de la chaleur, elle a réchauffé son environnement, elle a dégagé de la chaleur, s'en débarrasser, pour atteindre une température finale de 100 degrés Celsius. Donc, on aimerait savoir combien d'énergie est-ce qu'elle a perdu. Évidemment, si elle a passé d'une haute température à une basse température, il y a eu une perte d'énergie. Donc, notre chaleur devrait être négative. Le Q, le travail fait, devrait être négatif. Elle a perdu de la chaleur. Donc, on utilise notre équation Q égale mc delta T. Q, c'est ce qu'on cherche, c'est la chaleur. M, c'est la masse de la substance. C, c'est la capacité thermique.
Et delta T, c'est la variation de température. Donc, on n'a rien besoin d'isoler ici. La masse est de 0,515 kg. La capacité thermique est de 790 joules par kilogramme degré Celsius. Et la variation de la température de 450 à 100 degrés Celsius. C'est quoi la variation? Mais il faut que ça soit négatif. Si ce n'est pas certain, là, delta T, n'importe quel delta, c'est toujours TF moins TI. Hein? Toujours final moins initial. Donc la température finale est de 100 degrés Celsius. La température initiale était de 450 degrés Celsius, qui nous donne une variation de négatif 350 degrés Celsius. Et elle a descendu de 350 degrés Celsius. Donc voilà d'où vient notre négatif. Le fait que la température a diminué nous montre qu'il a eu une perte d'énergie. Si on fait notre calcul maintenant, on trouve 1,4237 fois 10 à la 5 joules. Q est égal à 3 chiffres significatifs. 1,42 fois 10 à la 5 joules négatif. Pardon. Donc, la pierre de granit, en refroidissant, le fait que je connais sa masse, le fait que je connais sa capacité thermique et sa variation de température, je sais qu'elle a perdu 1,42 fois 10 à la 5 joules d'énergie. Donc, toute cette énergie-là a été relâchée dans l'environnement. Peut-être ça a chauffé autre chose, peut-être on l'a mis dans l'eau et ça a réchauffé l'eau. Peu importe, pour elle, le système seul de la pierre, elle a perdu 1,42 fois 10 à la 5 joules. Passons à la prochaine exemple. Le problème parle d'un mélange de deux substances. Donc, si c'est de l'eau, je vais prendre deux verres d'eau, un qui est à 21,6 degrés Celsius et l'autre qui est à 63,8 degrés Celsius, des différentes quantités. Je vais les mélanger ensemble, je vais voir qu'est-ce qui va me sortir. Ici, on préfère des approximations. Au moins, voir qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir. Donc, j'ai une température de 21 et une autre température de 63. Si je les mélange ensemble, je devrais atteindre quelque chose qui est dans le milieu. Donc, disons 40 degrés-ish, entre 20 et 60. Laquelle des substances est-ce qu'il y en a plus? J'ai 2 fois plus de ma masse 2, la plus chaude, que la masse 1, presque 2 fois. Une approximation. Donc, ma température finale va probablement être plus proche du 63 que du 21. Donc, disons une estimation d'environ 50 degrés-ish, ballpark. De toute façon, si tu trouves une température qui est moins que 21, tu as certainement fait une erreur à cause qu'on a perdu de l'énergie quelque part. Si tu finis avec une température plus haute que 63, ça veut dire qu'on a gagné de l'énergie quelque part. Donc, il faut voir, ça tombe quelque part entre les deux, certainement. Donc, l'énoncé est le suivant. Tu vas le contenu d'une tasse isotherme. Isotherme veut dire qu'il n'y a pas de perte de température. C'est parfaitement solide. Soit 225 grammes d'eau. 225 grammes d'eau à 21,6 degrés Celsius dans une autre tasse isotherme qui contient déjà 407 grammes d'eau à 63,8 degrés Celsius. Détermine la température finale du mélange. Suppose qu'il n'y a pas de perte d'énergie thermique et ensuite ça vous donne la capacité thermique de l'eau. Dans vos devoirs, ça se peut que ça vous demande des questions avec la capacité thermique de l'eau ou d'autres substances. Quelque part dans vos notes, dans votre manuel, vous allez avoir un tableau qui a plein de capacités thermiques. S'il te manque d'informations, ça se peut que le manuel te réfère là pour aller chercher les capacités thermiques des substances. Donc, c'est ça. Donc, allons-y. Si je mélange deux substances ensemble, on avait vu que Q1 plus Q2 est égal à 0. Ce qu'une substance va perdre, l'autre va gagner. Il faut que ça soit de cette façon-là. Il n'y a pas de perte d'énergie. Pas dans notre problème au moins. Donc, ici, ce que je sais, c'est que je vais avoir ma masse 1, C1, delta T1, plus M2, C2, delta T2, qui est égal à 0. Donc, je remplace mes équations de chaleur avec MC delta T. Ma masse de mon premier liquide, masse du deuxième liquide. Capacité thermique du premier liquide, capacité thermique du deuxième liquide. Vous avez raison, le C, il est pareil pour les deux. Les deux, c'est de l'eau. Ici, j'ai le droit de dire que C et C, mais ce n'est pas C1 et C2, les deux ont le même C. Delta T1 et delta T2 ne sont pas pareils. On va voir qu'il y a quelque chose qui est utile là-dedans, là, mais ils ne sont pas pareils. Lui va augmenter sa température peut-être de 10 degrés et lui va descendre de 20 degrés. On ne sait pas c'est quoi. Donc, continuons. M, je les connais. C, je le connais. Delta T, je ne le connais pas, mais je connais de l'information par rapport à delta T. Ce que je veux dire par ça, c'est le suivant. M1C,
TF moins TI. Ça, on va dire T1. M2C, TF moins T2. Donc, je remplace delta T par delta TF moins TI. Ici, mon TI, pour ma première substance, c'est la température initiale, 21,6 degrés, et T2, c'est sa température initiale, qui est 63,8. C'est quoi leur température finale? J'ai aucune idée, mais je le sais qu'il va être pareil. Ils vont trouver l'équilibre thermique. Ça se peut que ça prenne un peu de temps, ça se peut que ça prenne 4-5 minutes, mais éventuellement, ils vont arriver à la même température. TF va être pareil pour les deux. Donc là, il faut que j'aille trouver une façon d'isoler mon TF. C'est ce que je cherche. C'est quoi la température finale de ma substance? M, je le connais. M2, je le connais. C, je le connais. T1 et T2, je le connais. Comment est-ce que je peux trouver TF? Là, ça peut devenir... c'est juste vraiment un défi mathématique à ce point-ci. Première chose que je vais aller faire, mon 0 ici, il est très utile. Qu'est-ce qui arrive si je vais diviser par C ici, puis je divise tout ça par C? Je viens d'annuler mes C. Si là, tu as un facteur qui est pareil dans chacun des termes, on peut l'annuler. Si ce n'était pas deux substances identiques, si ce ne serait pas de l'eau et de l'eau, si on dirait que ce serait de l'eau et du fer, je ne peux pas faire ceci, à cause ce n'est pas la même C. Puisque c'est le même C, j'ai le droit. Donc, je viens avec M1 TF moins TI plus M2 TF moins T2 égale 0. C'est bon, je commence à y arriver. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller développer. Je vais voir si je peux développer ça et me donner quelque chose d'autre utile. Donc, je développe. Je viens avec M1TF moins M1TI plus M2TF moins M2T2. Ça, c'est pas TI, ça, c'est T1. Pardon. Égale 0. Hey. M1TF, M1T1, M2TF, M2T2. M1T1, je le connais. M2T2, je le connais. TF, c'est le seul inconnu. Donc, regarde, je vais juste réarranger ça. Là. Je vais mettre M1TF plus M2TF moins M1T1 moins M2T2 égale 0. Donc, j'ai juste regroupé ceux qui ont le TF ensemble, puis ceux que je connais sont à la fin. J'ai TF dans mes deux termes ici, donc je peux le mettre en évidence. Donc, je peux faire l'inverse de la distribution. Là. TF, M1 plus M2, moins M1T1, moins M2T2, égale 0. Je sais, c'est long. C'est une des parties qui est un peu plus longue dans le problème, mais vous allez voir, c'est pas terrible une fois que tu sais comment manipuler tes maths. Donc, je vais juste réeffacer ceci et réécrire mon équation en haut là. Maintenant, on veut chercher à isoler notre TF. Ce que je vais faire, c'est ces deux négatifs, je vais les envoyer de l'autre bord. Pour finir avec TF, M1 plus M2 égale à M1T1 plus M2T2. Donc, mes négatifs sont maintenant devenus positifs de l'autre côté. Je les ai additionnés de l'autre bord. Et maintenant, je vais aller diviser par M1, M2. M1 plus M2, ce que j'ai en parenthèse ici, pour avoir ma température finale. M1T1 plus M2T2 sur M1 plus M2. Température finale, donc, les masses, 0,225 kg. N'oubliez pas de les convertir en kg, super important. Température initiale, 21,6 plus 407 grammes, 0,407 kg. Température, 63,8 degrés Celsius sur la somme des deux masses, 0,225 kg plus 0,407 kg, qui nous donne une température finale de 48,776 blablabla degrés Celsius. Puisqu'on avait commencé en degrés Celsius, température finale est en degrés Celsius, on arrondit au chiffre significatif de 3, c'est ça, 3, donc 48,8 degrés Celsius. Donc, notre approximation d'environ 50 degrés n'était pas si pire. Si on a fini avec une température qui est plus élevée que la grande température, ça veut dire qu'il a gagné de l'énergie. Il faut qu'il ait gagné de l'énergie. Si on est plus bas que 21, il y a aussi un problème. Donc, soit un problème dans maths, probablement. Faites attention avec vos dérivations, ça peut être long. Prenez votre temps, c'est complètement faisable. On passe à la dernière exemple.
Le dernier exemple est similaire à celle qu'on vient de faire. On va mélanger deux substances. Sauf que cette fois, on cherche quelque chose de différent et nos deux substances ne sont pas pareilles. Ils vont avoir deux capacités thermiques différentes. Donc, on commence avec un morceau de métal. Donc, au laboratoire, tu chauffes un bloc de métal de 64,9 grammes à 99,9 degrés Celsius dans de l'eau bouillante. Donc, tu mets un morceau de métal dans de l'eau bouillante, tu le chauffes jusqu'à temps que ça bouille. Si l'eau bouille est rendue à 100 degrés Celsius, 99,9, donc le morceau de métal, après un montant de temps, il va trouver l'équilibre thermique. On sait que notre morceau de métal est à 99,9 degrés Celsius. Donc, dans sa situation initiale. Tu transfères dans un calorimètre contenant 131 grammes d'isopropanol. Donc, je le prends et je le mets dans un calorimètre. Donc, c'est comme un verre qui évite la perte d'énergie, donc c'est isotherme, et ça l'aide à analyser l'énergie thermique. Donc, je vais les mélanger ensemble. 131 grammes d'isopropanol, température initiale de 11 degrés Celsius. Après un certain montant de temps, une fois qu'ils trouvent l'équilibre thermique, les deux sont à 25 degrés Celsius. Donc, on connaît la température finale dans ce cas-là. Ça se demande, détermine la capacité thermique spécifique du métal, consulte le tableau à la droite. Donc, on veut savoir c'est quel type de métal. Donc, c'est quoi le métal là? Donc, on a parlé d'un métal, il nous donne un tableau, puis il nous dit si tu trouves la valeur de C, tu devrais savoir dans le tableau c'est quel métal qu'on a traité ici. Donc, étant que c'est un mélange de deux substances, je sais que Q1 plus Q2 est égal à 0. Conservation d'énergie. Ce que le métal perd, l'eau ou l'isopropanol va gagner. Je vais faire quelque chose, on va regarder le même. M1C1 delta T1 plus M2C2 delta T2 égale 0. Okay? M1, je le connais, M2, je le connais. T1, je le connais indirectement. Je sais que T1, j'ai passé de 99,9 à 25 degrés Celsius et ensuite de 11 degrés Celsius à 25 degrés Celsius. Donc, je connais les delta T. Ils nous ont aussi donné la valeur de l'isopropanol, la capacité thermique de l'isopropanol qui est de, c'est 2370 joules par kilogramme Kelvin. N'oubliez pas, c'est correct que j'ai un Kelvin là. Que tu mets un Kelvin ou un degré Celsius, c'est correct. Les delta T, c'est pas important si c'est des degrés Kelvin ou un degré Celsius. Une augmentation de 20 degrés Celsius, c'est la même chose qu'une augmentation de 20 degrés Kelvin. Bon, on continue avec notre calcul. Nous autres, on cherche le C1. Donc, ce que je pourrais faire, c'est directement l'isoler. C1 va être égal à négatif M2C2 delta T2 sur M1 delta T1. Donc, j'ai pris ce terme, j'ai envoyé de l'autre bord, il est devenu négatif, j'ai divisé par M1 et delta T1. C1 est égal à négatif M2C2. Là, ici, je vais mettre TF moins T2 sur M1, TF moins T1. Alors, la variation de température, c'est la température finale ou la température initiale. Donc, initialement, 2 était à 11 degrés, initialement, 1 était à 99 degrés. Tu vas voir que un de ces deux-là, là, il est négatif. Il y en a un qui augmente, il y en a un qui diminue, c'est-à-dire un qui est positif, un qui est négatif. Celui qui est négatif, peu importe, va annuler mon négatif ici, qui me donne une capacité thermique positive qui est bon. Donc, C1 est égal à négatif masse 2, 0,131. N'oubliez pas de convertir en kilogrammes. C2, qui est de 2370 joules par kilogramme Kelvin. Température finale de 25 degrés Celsius, moins 11 degrés Celsius. Ça va être une valeur positive. Donc, ça me dit que ma substance 2 a augmenté en température. Ça fait du sens, il était à 11, mais je vais être 99 degrés. C'est certain que ça va augmenter. Sur masse 1, qui est de 0,0649 kg, température finale est aussi 25 degrés, mais cette fois moins 99,9 degrés Celsius. Cette valeur va être négative, il faut aller annuler mon petit négatif là. Si on calcule ça, ça nous crache une capacité thermique de 94,17 joules par kilogramme degré Celsius ou Kelvin. Ils ont donné tout en Kelvin, on va regarder en Kelvin. On arrondit à 3 chiffres significatifs, pardon, 2 chiffres négatifs, le 25 qui était donné à 2. Donc 2 chiffres négatifs, 890 joules par kilogramme Kelvin, qui correspond à
894 à de l'aluminium, 896 dans le tableau. Donc, on choisit la valeur la plus proche. Expérimentalement, ça ne sera pas exact, mais c'est le plus proche. Donc, c'est fort probable que c'est de l'aluminium ou un alliage d'aluminium. Donc, ici, important de pouvoir appliquer Q égale mc delta T. Important de comprendre comment l'échange de chaleur fonctionne entre deux substances. Les maths seront probablement un des plus grands défis. Pratiquez-vous, faites-en des problèmes, travaillez les devoirs. On va explorer le changement de phase, changement d'état à la prochaine leçon. Ciao!